Bonsoir Manon Aubry, vous êtes députée européenne LFI, merci d'être avec nous ce soir. Alors Manon Aubry, vous avez prévenu que ceux qui ne vous soutiendront pas seront considérés, je vous cite, comme en sauvetage de Macron, avec cette posture catégorique qui vous caractérise, vous LFI je veux dire bien sûr. Est-ce que c'est un message bien sûr à toutes celles et ceux qui ne veulent pas d'une censure automatique et qui ne seraient pas contre des compromis ? Bon, d'abord, bonsoir. Merci de l'invitation. Je pense pas qu'on puisse parler d'un message catégorique. Je parlerai d'abord, pour commencer, d'un point de vue une posture catégorique démocratique. Et je pense que ce soir, c'est d'abord de la démocratie dont il s'agit. On a quand même un président de la République qui est un camp macroniste qui a perdu 3 fois les élections, pas une. 3 fois, qui a essayé un Premier ministre de droite avec le même bloc politique, et là, il prend les mêmes et on recommence. On a Emmanuel Macron qui nomme le premier de ses soutiens pour faire quoi ? Pour continuer la politique macroniste, et votre sondage, je l'évoquais à l'instant, qui est ultra minoritaire dans le pays. Donc oui, c'est un coup de force antidémocratique, il utilise le dernier de ses fusibles et le premier de ses soutiens, qui est François Bayrou. Donc on se rapproche du centre, mine de rien. Gentiment, on se rapproche du centre, ça pourrait être une bonne nouvelle pour vous. Tout ça n'est pas sérieux. C'est le premier de ses soutiens. Je veux dire, on ne fait pas plus macroniste que François Bayrou, c'est celui qui a inventé le macronisme avant même que Emmanuel Macron fasse de la politique. Est-ce qu'il ne faut pas lui laisser sa chance ? Vous n'allez pas nous faire croire ce soir que... Moi, je ne fais croire rien du tout. Vous, je dis de manière générale, on ne va pas faire croire aux gens ce soir qu'on a une forme d'ouverture. Je veux dire, François Bayrou, il défend la réforme des retraites. Ses députés à l'Assemblée nationale du MoDem, dont le groupe, je rappelle, a 36 députés. Donc c'est un groupe encore plus petit que celui de Michel Barnier, et dont ces députés à l'Assemblée nationale ont fait quoi, pas plus tard qu'il y a à peine 10 jours, ont multiplié les amendements pour faire de l'obstruction parlementaire contre l'abrogation de la réforme des retraites que nous avons proposée et qui est majoritaire à l'Assemblée nationale, majoritaire dans le pays, majoritaire auprès des syndicats. Donc vous voyez, on assiste, je pense, au dernier de l'agonie du macronisme. Manon Aubry, oui, alors effectivement, quand même, François Bayrou, il a des mots à la bouche qui sont rassemblement, réconciliation, compromis. Est-ce que compromis, Michel pour vous, Barnier c'est un gros mot ? Est-ce que c'est un gros mot ? Mais absolument pas. Je vous le dis, on a eu de cesse depuis le début de dire... On a remporté les élections, certes avec une majorité relative. Mais ça veut dire que nous devrions, en démocratie, former un gouvernement avec le nouveau Front Populaire, partir de notre programme et évidemment travailler avec l'Assemblée nationale et faire des compromis. Et j'en veux... faire des compromis, vous y seriez prêt ? Mais absolument. Si vous étiez au pouvoir, bien sûr. Mais j'en veux... Attendez, j'en veux pour preuve ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale ces dernières semaines avec l'exercice budgétaire. On a fait adopter plus de 150 amendements à l'Assemblée nationale. Parmi ces amendements, vous aviez plus de justice fiscale, le retour sur les terribles coûts de rabot dans nos services publics, la suppression de 4000 postes. Vous voulez nous dire que vous avez travaillé avec les autres ? Mais bien sûr, et on a fait... Antoine Oberdorf. Et vous avez voté l'amendement du MoDem. Vous avez voté l'amendement du MoDem sur les hauts salaires et sur les impôts. Mais bien sûr que ça nous arrive. Donc il faut quand même des choses bien. Mais bien sûr que ça nous arrive de voter des amendements du MoDem. Mais en l'espèce, si on reste sur la question budgétaire, le MoDem est contre le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune. Nous sommes pour. Le MoDem est contre davantage de progressivité de l'impôt sur le revenu. Nous sommes pour. Le MoDem est contre l'abrogation de la réforme des retraites. Nous sommes pour. Vous ne pourrez pas gagner surtout. Pourquoi ne pas lui laisser sa chance, au moins pour voir, plutôt que de crier tout de suite à la censure ? Mais pourquoi en démocratie, on ne part pas du premier bloc politique ? Vous voyez, le vrai danger derrière, c'est que aux prochaines élections qui seront organisées, que ce soit des élections législatives ou une élection présidentielle, on va dire aux gens, venez voter, mais à la fin, votre voix ne va pas compter parce que c'est le président de la République seul qui va décider quel est le Premier ministre sans tenir compte des équilibres politiques. Parce que la Constitution est ainsi faite, vous n'êtes pas au pouvoir pour l'instant, donc vous ne pouvez pas décider de qui est Premier ministre. Vous avez raison de pointer un problème constitutionnel, c'est une des raisons pour lesquelles on a eu de cesse de plaider pour une 6e République, pour sortir... Mais vous voulez un changement de constitution d'Emmanuel Macron. Enfin, on n'y est pas encore, Manon Aubry. Je persiste que c'est la première fois dans notre histoire qu'on a un Premier ministre avec Michel Barnier, donc la deuxième fois, dire la deuxième, qui n'est pas issu, la première fois dans cette période politique. Oui. Cette période politique est la première fois de notre histoire où on nous impose un Premier ministre contre le fait majoritaire relatif à l'Assemblée nationale. Pourquoi selon vous, Emmanuel Macron prend ce risque de nommer un continuateur, en tout cas ce que vous estimez être un continuateur du macronisme? On a pu douter à certains moments de la rationalité d'Emmanuel Macron, mais ce n'est pas totalement un joueur de poker. Est-ce que vous ne pensez pas que s'il prend ce risque, tout simplement, c'est parce qu'il doute de plus en plus fortement au château
que vos alliés socialistes appuient une seconde fois sur la gâchette? Alors, plusieurs choses. D'abord, j'aime pas trop faire de la psychologie en politique, y compris contre mes adversaires politiques. Pourtant, ça compte, la psychologie. Emmanuel Macron. Oui, mais je trouve que c'est un peu réducteur quand on fait de la politique aussi, ça compte. Quand on fait de la politique, c'est d'abord une bataille d'idées, et moi, je me bats pour des idées. Non, mais ça, c'est tout à fait respectable. Non, c'est tout à fait respectable. On s'y risquera. Mais je pense que c'est important. Si on veut parler d'Emmanuel Macron, je pense, mais on l'a vu depuis des mois, il y a une forme d'orgueil mal placé. À aucun moment, il ne remettra en question ses propres décisions. Vous avez vu son allocution il y a une semaine, je sais plus, je perds la notion du temps, 8 jours, où clairement, il engueulait presque les Français d'avoir voté pas dans le sens qu'ils voulaient. Et s'agissant des socialistes, puisque votre question porte sur les socialistes, bon, écoutez, c'est pas toujours facile de décrypter là où vont les socialistes, parce que à chaque fois qu'il y a un socialiste qui s'exprime, vous avez une ligne différente. Pour le reste, moi, je pense que s'ils étaient... C'est que personne chez les socialistes ne veut d'une présidentielle anticipée. C'est quand même un point de distinction majeur. Vous avez raison, et c'est un point de désaccord que l'on a, et je pense que c'est une erreur qu'ils font, que quand on a un blocage politique, de ne pas vouloir s'en remettre aux électeurs. Moi, j'aime tellement la démocratie que quand je pense qu'on est bloqué, je me dis, vaut mieux s'en remettre à ceux qui votent. Antoine Oberdorf. Juste un point, parce que Marine Le Pen est à 38%. Marine Le Pen est à 38% dans les sondages. Vous aimez tellement la démocratie au point de mettre Marine Le Pen sur un couloir d'accélération vers une présidentielle. Antoine Oberdorf, qu'ont dit les sondages pour les élections législatives? 27 sur 27, je le connais par cœur. Laissez-moi répondre. Si vous faites les questions, les réponses. En l'occurrence, il y a eu des sondages dans l'entre-deux tours législatives. Vous avez raison. Il donnait Jordan Bardella Premier ministre. Est-ce que Jordan Bardella est devenu Premier ministre? Non. Est-ce que le Rassemblement national est le premier bloc politique de l'Assemblée nationale? La réponse est non. J'ai la faiblesse de penser qu'en campagne, on peut convaincre. Et c'est ce que je fais ici à votre antenne. Et ce que je veux dire aussi aux gens qui nous entendent ce soir et qui sont peut-être un peu désespérés par cette espèce de faux vaudeville politique où on est tenu en haleine d'une heure à l'autre. Je veux leur dire, c'est quand même pas désespérés, qu'on est quand même encore aujourd'hui capable de construire autre chose, et c'est ce qu'on va s'employer dans les prochaines années. Manon Aubry, vous parlez de sondage entre les deux tours de législative. Le même existe sur une présidentielle, c'est plus ancien, mais il existe et ce sont les mêmes chiffres. Mais la deuxième chose surtout, c'est que pendant la première fois, le NFP a mis extrêmement longtemps à proposer une première ministre. Ça a duré des mois, et surtout... Non, ça n'a pas duré des mois. Ça n'a pas duré des mois. Je corrige juste des faits. Laissez-la finir. Mais surtout, cette fois-ci, vous n'étiez pas d'accord. Je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a eu les communistes, les écologistes et les socialistes qui sont d'accord pour aller discuter, et vous êtes restés seuls dans votre coin à dire on ne va pas parler, on ne va pas discuter. Il n'y avait plus de candidat NFP pour Matignon. Alors, je vous réponds. D'abord, non, nous n'avons pas mis des semaines, nous avons mis plusieurs jours. Je sais que ça paraissait interminable, mais excusez-moi de dire qu'on a mis moins longtemps à désigner un Premier ministre issu du nouveau Front populaire qu'Emmanuel Macron a désigné un Premier ministre lui-même pour la France. Première chose. Deuxième chose, ensuite, moi j'assume la constance. Au mois de juillet, nous sommes allés d'ailleurs ensemble à l'Élysée, les 4 chefs de parti, pour dire très clairement, nous proposons Lucie Cassé comme Première ministre. À la France Insoumise, 2 mois plus tard, nous disons exactement la même chose. Mais les autres disaient plus. Je regrette que les socialistes aient quelque part un peu cautionné à ce théâtre permanent, parce qu'au final, ils ont juste participé à remettre Emmanuel Macron au centre du jeu. Et je crois qu'aujourd'hui, y compris, on voit là les premières discussions de François Bayrou, c'est avec Bruno Retailleau, qui est quand même un ministre de l'Intérieur, qui remet en cause l'état de droit, qui parle de français de papier. Je ne crois pas que des socialistes puissent accepter, par exemple, un gouvernement de François Bayrou. En tout cas, ça a juste montré Bruno Retailleau. Ça a juste montré que vous n'étiez pas d'accord, donc c'est normal que Emmanuel Macron soit allé chercher. Écoutez, Manon Aubry, qui change d'avis en cours de route, vous n'allez pas me le reprocher à moi. Inviter des socialistes et demander. Manon Aubry, si justement le Parti socialiste discutait avec le gouvernement, est-ce que cela signifierait la mort de NFP, du nouveau Front populaire? Ça dépend ce qu'on entend par discuter. Si vous êtes... Et oui, ça c'est sûr. Attendez, mais Et ça, je pense qu'on va en discuter de ce que ça veut dire discuter encore pendant longtemps. Vous avez 3 heures. Je pense vraiment, bien, exactement. Je ne sais pas quelle heure il est. Non, plus sérieusement, si il y a un rendez-vous qui est organisé à Matignon avec les présidents de groupe et les chefs de parti, comme ça a été fait par les prédécesseurs, si c'est pour écouter ce qu'ont à dire les oppositions politiques, nous irons donc. Si c'est pour venir à Matignon pour constituer un gouvernement ou faire un accord de non-censure, on a dit très clairement que c'était pas notre objectif. Vous avez dit non. Vous voyez,
On annonce la couleur, on est absolument transparent. Ah ça, vous êtes constant. Ça, on peut pas dire que vous n'êtes pas constant. Ça, c'est vrai. En politique, la cohérence, je trouve que c'est pas mal. Au moins, les gens pourront pas dire qu'on les trahit. Marion, vous savez que François Bayrou n'a jamais été un grand défenseur de la réforme des retraites telle qu'elle existe aujourd'hui. Si jamais il devait revenir dessus, est-ce que ce serait un gage suffisant pour le faire rester selon vous? Enfin, en tout cas, dans votre souhait. De nouveau, moi j'aime bien les actes. Et son mouvement politique, le MoDem, ils ont 36 députés à l'Assemblée nationale. C'est ceux qui ont déposé le plus d'amendements pour faire obstruction à la proposition de loi de la France Insoumise qui va abroger la réforme des retraites. Il y a quelques années. Donc non, nous n'avons jamais fait d'obstruction sur une niche parlementaire. Il y a une différence pour que les gens comprennent bien. Une niche parlementaire, c'est une seule journée dans l'année pendant laquelle l'opposition peut faire des propositions de loi. Oui. En l'espèce, c'est la première fois que la majorité ou minorité présidentielle, ceux qui ont le pouvoir, font de l'obstruction de telle manière à ce qu'il n'y ait pas de vote. Ce qui est différent quand le gouvernement a, lui, l'instrument de l'agenda parlementaire, pour que les gens comprennent bien, parce qu'on dépose des amendements, mais bon, le gouvernement peut dire on met une semaine de plus et à la fin, il y a un vote. Sur la réforme des retraites, si on s'arrête là, juste 30 secondes, il n'y a jamais eu de vote dans le pays. La réforme initialement est passée par 49.3 et quand nous avons proposé son abrogation, il y a eu de l'obstruction. Oui, mais ça, on le sait. Mais si maintenant, il décide de revenir dessus, François Bayrou, est-ce que ça change la donne pour vous? Vous pensez un seul instant, j'aime bien, c'est vendredi soir, on a le droit d'être positif et de bonne humeur et je vous en fais on essaye. Manon Aubry, surtout ne nous gâchez pas la fête. Je vous en fais pas le reproche et vous avez le droit de souhaiter comme des millions de gens l'abrogation de la réforme des retraites. Je ne le souhaite pas, je pose la question. Moi je le souhaite. Il y a, rassurez-vous, vous n'avez pas à dire ce que vous pensez personnellement, c'est la majorité des Français, large majorité qui le pense. Donc vous avez le droit d'être positif et optimiste. Mais en politique, en général, votre parcours politique, surtout quand vous êtes François Bayrou et que vous avez 73 ans, parle pour vous. Et il n'y a pas de raison qu'il se remette lui-même en cause son propre parcours politique. À la limite, je lui ferai presque pas le reproche. Le problème, c'est que ce soit lui et son profil politique qui a été désigné par Emmanuel Macron pour continuer la politique macroniste. Oui, Guillaume Roquette, justement, sur la réforme des retraites, le Parti socialiste serait prêt maintenant au gel de cette réforme, alors que la droite serait plutôt en faveur de consentir à quelques aménagements. Oui, moi, je crains d'être d'accord avec Manon Aubry. Je pense aussi... ça arrive. Alors ça, ce n'est pas Guillaume Roquette d'accord avec Manon Aubry. Il est 22h34, vous êtes bien sur LCI. Je pense aussi que, même si François Bayrou, dans le passé, a fait preuve, a montré des réserves sur cette réforme des retraites, je crois que c'était plus tactique que sur le fond. Parce que sur le fond, ça fait des années, et il faut lui reconnaître cette constance, qu'il alerte l'opinion sur le drame de la dette publique, sur la nécessité de réduire cette dette. Le mur, comme il l'a dit lui-même, c'est un Everest, je crois, dont il a parlé, il reste devant nous, c'est-à-dire celui des déficits. À la limite, le plus compliqué aujourd'hui, c'est pas de trouver un Premier ministre, c'est de trouver 60 milliards. Et la seule économie qu'on ait à peu près trouvé jusqu'à présent, c'est la réforme des retraites. Parce qu'évidemment, quand les gens travaillent un peu plus longtemps, ça fait rentrer un peu plus d'argent dans les caisses. Je vous annonce qu'on va de nouveau être en désaccord. Tout va bien. Vous êtes rassurés. On a proposé 70 milliards d'euros de recettes. Je n'en doutais pas. Et donc, je ne pense pas un seul instant que François Bayrou puisse revenir sur cette réforme, parce qu'il va avoir beaucoup de mal à faire un budget. Il sait bien que Michel Barnier est tombé sur le projet de loi de finances de la Sécurité sociale parce qu'il avait proposé une petite économie qui était de décaler de 6 mois la revalorisation des retraites pour les plus favorisés. Le faire le 1er juillet au lieu du 1er janvier. Donc je pense que François Bayrou, qui est un homme prudent, qui a envie de rester un peu plus longtemps que son prédécesseur, ne va pas multiplier les initiatives spectaculaires pour faire des économies. Et donc, vis-à-vis de nos créanciers, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'à partir du 20 du mois, la France vit à crédit. Il faut qu'on leur donne des gages. Et ce gage, le plus spectaculaire, le plus visible, le plus emblématique, c'est celui de la réforme des retraites. Donc à mon avis, si François Bayrou revient là-dessus, c'est tout le système qui s'effondre. Est-ce que vous savez combien coûte l'abrogation de la réforme des retraites? Alors, son abrogation. Je connais votre chiffre et je ne suis pas d'accord avec lui. C'est pour ça que je vais pas... Il n'a pas été chiffré que par nous, c'est entre 3 et 4 milliards d'euros. Et il se trouve que dans les propositions d'amendements qu'on a fait adopter à l'Assemblée nationale, puis qui ont été mis à la poubelle par 49.3, on a proposé plus de 70 milliards d'euros de
recettes fiscales. Donc vous voyez, peut-être que là, de nouveau, on peut de nouveau être d'accord sur la nécessité d'avoir des nouvelles recettes fiscales, que ce soit à travers l'impôt de solidarité sur la fortune, davantage de justice fiscale, un impôt sur les super-profits. Moi, personnellement, je préfère mettre à contribution ceux qui ont gagné beaucoup, qui se sont considérablement enrichis sous Emmanuel Macron, comme les millionnaires qui ont multiplié par 2 leur fortune, que des gens qui se sont cassés leur vie à la tâche, à travailler, et qui ont 2 ans de vie qui leur sont volés. Par des économistes qui ont rejoint vos rangs. Pardon ? Tout ça a quand même été chiffré par des économistes qui ont rejoint vos rangs. Je précise quand même. Pas uniquement. Il y a eu le débat au moment de la proposition de loi sur l'abrogation de la réforme des retraites. Un certain nombre d'économistes libéraux ont aussi chiffré sur des étiages similaires. Le débat, il porte pas sur l'abrogation. Personne ne sera jamais d'accord sur les chiffres. Sur la retraite à 60 ans, c'est là où vous avez plus de différences. Manon Aubry, mesdames, messieurs, pour enrichir le débat, nous allons accueillir François Calfon. François Calfon, bonsoir. Vous êtes député européen justement du Parti Socialiste, place publique. Prenez place, s'il vous plaît. Vous êtes membre du Bureau national du Parti Socialiste. Bonsoir. François Calfon. Alors vous, les socialistes, vous n'avez absolument pas dit que vous voteriez la censure. Vous avez juste dit que vous ne participeriez pas au gouvernement. Est-ce que j'ai bien compris ? Je n'ai pas dit de bêtises. Donc est-ce que vous êtes prêt à discuter ou pas ? Vous savez, ici, on est là pour les Français. Justement. Non mais tous, vous êtes tous là pour les Français, ça on le sait. Prononcer une deuxième phrase. Oui, allez-y. Toujours. Même plus. Et on voit bien que la logique de certains, c'est tout simplement d'être dans la démission ou la destitution. Nous, notre logique, c'est de faire en sorte que, à gauche, nous ayons des victoires sur un certain nombre de sujets. Je vous entendais parler de la réforme des retraites. Nous allons obtenir, ou pas, et de cela nous verrons, la suspension de la réforme des retraites, une autre méthode avec les partenaires sociaux. Je pense que c'est important, par exemple, qu'un syndicaliste comme M. Berger puisse finalement s'y investir. Nous allons faire en sorte que les coupes claires dans les collectivités locales, les attaques contre les services publics puissent cesser. Et puis surtout une chose, moi je pense à tous ces Français qui ont été hallucinés, tout comme nous ici, des 1000 milliards de dettes supplémentaires et qui se disent que c'est eux qui payent la facture. Eh bien, nous ferons en sorte que cela ne soit pas le cas. Dans vos rangs, François Calfon, est-ce que certains dans vos rangs sont quand même tentés de rejoindre ce gouvernement, sachant que, encore une fois, c'est quand même la grande question d'exclusion. Si c'est le cas, ils sont exclus. Deuxièmement, on ne sait pas combien de temps va durer ce gouvernement, donc c'est un double pari. Alors, il y a beaucoup de questions. Est-ce que certains d'entre nous sont tentés de joindre le gouvernement ? Puisque je fais partie de l'aile social-démocrate, on serait les plus susceptibles d'y aller. Je ne crois pas. J'ai pas entendu un seul de nos membres, si j'ose dire, qui y allier. Pour une raison simple, c'est que effectivement, vous l'avez dit, moi je ne crois pas que ce soit une nouvelle méthode politique en invention. Je crois que dans cette période dans laquelle il ne peut pas y avoir de dissolution, on n'ajoute pas du chaos et de la crise à la crise. Voilà la logique qui est la nôtre. C'est un argument. Le deuxième élément qui est central, c'est qu'il y aura un gouvernement Bayrou. Alors si bien sûr M. Retailleau est là et qui fait des réformes avec l'extrême droite, c'est no way pour nous, je le dis avec une grande force. Ça c'est la ligne rouge. C'est une ligne rouge pour quelle raison ? Pourquoi on est prêt à ne pas censurer ? Parce que le gouvernement Barnier, faisant de l'aïkido avec le résultat des élections, a décidé que le centre de gravité de la vie politique, c'était l'extrême droite. C'est le nœud coulant de Mme Le Pen sur le gouvernement Barnier qui a échoué. Alexandre Darnicoli dans un instant d'ailleurs. Pardon ? On aura un représentant du RN tout à l'heure. Mais pourquoi pas ? Mais le pari qui est nôtre, c'est de dire que dans cette période exceptionnelle, il peut y avoir des victoires pour les Français. Nous ne jouons pas la crise, nous jouons les Français. Manon Aubry, vous restez là encore quelques instants. Donc, entendre ça, est-ce que vous vous êtes rassuré ? Vous vous dites que finalement, cette belle entente du NFP, elle est solide, elle va perdurer ? Ou est-ce que vous vous attendez à ce que dans les rangs du PS, il y ait des fuites vers le gouvernement ? Écoutez, moi je suis pas bien informée pour savoir s'il y aura des fuites dans le gouvernement ou pas. En revanche, non, mais vous formez quand même un tout. Mais j'ai entendu Olivier Faure un peu plus tôt sur TF1, donc j'ai le droit de la citer. C'est absolument, avec plaisir. Citez Olivier Faure dans le journal. Donc, vous pouvez regarder son interview que j'ai regardée sur TF1, dans laquelle il alerte sur 2 choses. D'abord sur le fait que le gouvernement Bayrou incarne la continuité du gouvernement Barnier et du macronisme.
une. Et il dit une deuxième chose, c'est que le résultat des élections n'est pas respecté avec la nomination de François Bayrou. Il se trouve que c'est les deux raisons pour lesquelles nous avions collectivement déposé une motion de censure contre Michel Barnier il y a à peine quelques semaines. Donc qu'est-ce qui fait que ce qui était vrai il y a quelques semaines ne serait plus vrai aujourd'hui? Raison pour laquelle nous allons déposer une motion de censure. Et moi, j'attends de la cohérence de la part de mes camarades, parce que ce sont des camarades au nouveau Front Populaire, et que les mêmes causes produisent les mêmes effets quelques mois plus tard, tant que le résultat des urnes n'est pas respecté. Alors Manon Aubry, un instant, puisque vous nous l'avez soufflé, bien sûr, nous allons écouter Olivier Faure au journal télévisé de TF1 il y a un instant. Pas à ce gouvernement, et je le dis aussi, il n'y a pas d'acquis à la non-censure. Il y a plusieurs conditions aujourd'hui à cette non-censure. La première, c'est d'abord de respecter les attentes des Françaises et des Français. Moi, je veux que sur les retraites, je veux que sur les services publics, je veux que sur la question donc, de l'éducation, de la sécurité, sur la question de la justice, sur la question de l'accès aux soins, eh bien, ils soient entendus. La deuxième condition, c'est évidemment de faire en sorte que la méthode change, qu'il n'y ait plus de passage en force. Il faut mettre aux oubliettes le 49.3. Fini. Troisième condition, c'est de faire en sorte que le Front National, le Rassemblement National, ne soit plus l'arbitre des élégances. Il faut tirer les leçons de l'échec de Michel Barnier. Et avant de vous passer la parole, Antoine Oberdorf, un mot pour vous remercier, Manon Aubry, d'avoir été avec nous ce ce soir sur LCI, députée La France Insoumise, députée européenne La France Insoumise.